mon nom est Laurence, je suis travailleuse sociale avec Cancer colorectal Canada et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter Connecter à travers le cancer, la trousse d'accompagnement pour les familles. Donc, on va vous partager une série de modules éducatifs qui sont conçus pour soutenir les familles qui traversent un diagnostic de cancer colorectal. Et aujourd'hui, dans le module 1, on va discuter d'aborder le diagnostic d'un proche auprès de vos enfants. Dans un premier temps, petite vue d'ensemble de ce qui est inclus dans le premier module. On va parler des meilleures pratiques en matière de divulgation du diagnostic. On va aborder les 5 grandes questions à considérer, c'est-à-dire quand, qui, où, quoi et pourquoi. On va parler des éléments et des changements auxquels être attentif, de ce qui peut aider, de comment soutenir votre enfant. On va vous présenter aussi un petit glossaire de termes médicaux, des ressources et des références. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de divulgation du diagnostic? On va utiliser un langage qui est simple, un vocabulaire qui est accessible. On va aller expliquer de quelle façon le cancer va être traité, nommer la maladie, les parties du corps qui sont impactées. On veut aussi apprendre à accepter de dire «je sais pas». C'est une bonne question, on va aller demander à l'équipe médicale. Euh, Puis travailler à accepter aussi que votre enfant va parler au moment où il ou elle sera prête, qu'ils ont chacun un rythme qui leur appartient. On veut toujours les encourager à nommer les craintes qu'ils ressentent, à partager comment ils se sentent. On veut les encourager à poser des questions, à clarifier les choses qu'ils ne comprennent pas bien. Puis aussi, ne pas avoir peur d'utiliser le mot cancer, d'expliquer que c'est pas contagieux, que c'est pas leur faute, puis vraiment d'utiliser la bonne terminologie. Aussi, on vous encourage à fréquemment prendre des moments pour connecter ensemble, pour voir un peu comment les choses évoluent, puis prendre des nouvelles de leur vécu émotif. 5 questions qu'on vous encourage à considérer avant d'avoir cette conversation-là avec vos jeunes. Donc, regardez à quel moment est-ce qu'on veut en parler à la famille, qui devrait l'annoncer aux enfants, où la conversation devrait avoir lieu, quoi leur dire et pourquoi en parler. Quand en parler avec mes enfants. Donc, c'est préférable d'en parler avec vos enfants le plus rapidement possible parce que ça va vous permettre d'entretenir une relation qui est basée sur la confiance. En règle générale, ça peut se produire dès que vous avez recueilli suffisamment d'informations sur le diagnostic, sur le traitement, sur le plan d'action. Puis c'est aussi important de vous assurer que vous avez vraiment pris le temps d'assimiler les informations vous-même avant d'en parler avec vos jeunes. Pour ça, vous pouvez essayer d'écrire ce que vous aimeriez leur dire d'avance, répéter la conversation avec un adulte avec qui vous avez un bon lien de confiance, qui est soutenant. Et puis aussi, on vous encourage à aller chercher du soutien, donc que ce soit avant et ou après la révélation, afin d'acquérir les outils nécessaires pour que vous vous sentiez prêt et prête. Puis aussi pour que vous ayez cet espace-là pour ventiler puis faire le point après la conversation. Le but, c'est aussi d'éviter que l'enfant ait à porter un rôle d'adulte et donc de vous soutenir dans votre propre vécu émotif, dans votre propre réaction face au diagnostic. Donc, qui devrait l'annoncer aux enfants? Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui fait le plus de sens pour votre famille. Donc, par exemple, les 2 tuteurs ou parents peuvent participer à la conversation. Si vous êtes un tuteur ou un parent unique, vous pouvez aussi demander à une personne en qui l'enfant a confiance d'être présent ou présente. Toute autre personne qui est importante et significative dans la vie de l'enfant peut aussi participer à cette rencontre-là. Donc, évidemment, sous réserve et l'accord du tuteur et du parent. Donc, vraiment, c'est à vous de voir n'importe qui va avoir une présence bienveillante, puis que l'enfant connaît, qui est significatif dans la vie de l'enfant, peut être pertinent. Où on peut avoir cette conversation-là. Donc, c'est préférable de partager des informations sensibles avec votre enfant dans un endroit où est-ce qu'il ou elle se sent à l'aise, il se sent en sécurité. Pour plusieurs, c'est à la maison. Euh, mais si votre proche est à l'hôpital, la conversation peut également avoir lieu à cet endroit-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi demander qu'il y ait une travailleuse sociale qui soit présente. Vous pouvez également choisir un lieu qui a de l'importance pour votre famille, où est-ce que vous disposez de suffisamment de calme, d'intimité pour avoir la discussion. Ça peut être un café, un restaurant qui est calme, où est-ce que vous allez avec votre famille. Ça peut être un parc. Donc, c'est vraiment à vous de voir du moment où vous avez suffisamment de calme et que vous êtes en mesure d'avoir l'attention de votre enfant. Quoi dire?
Donc ça, c'est une grande question. C'est peut-être une des considérations principales que vous avez en ce moment, alors que vous vous apprêtez à avoir cette conversation-là avec vos jeunes. Donc, on peut, dans un premier temps, expliquer qu'est-ce que le cancer, puis utiliser le mot cancer, éviter les surnoms euh, ou les tournures de phrases, là, si on veut. Donc, on peut leur expliquer que notre corps est constitué de nombreuses cellules et ces cellules-là, normalement, sont des cellules qui sont saines, qui sont en santé. Mais quand il y a un cancer, il y a des cellules qui seront anormales ou différentes des cellules saines et en santé. Et puis ça va faire en sorte que la personne va être malade. Ces cellules-là aussi peuvent voyager d'un organe à un autre, d'une partie du corps à un autre. On veut les rassurer, on veut leur expliquer que le cancer n'est pas contagieux, qu'ils ne sont pas à l'origine du diagnostic du cancer, puis vraiment prendre en considération l'âge de votre enfant quand on parle du diagnostic d'un proche, mais aussi de n'importe quel type de neurodivergence ou de conditions propres à votre enfant qui a un impact sur son développement ou sa capacité d'être engagé dans cette conversation-là. Donc, évidemment, c'est vous qui les connaissez le mieux. Donc, vous serez en mesure d'adapter vos propos par rapport à ça. On peut aussi leur expliquer que la routine quotidienne pourrait changer. On va leur expliquer qu'il va y avoir des effets secondaires, des changements physiques. C'est même possible qu'ils observent des changements au niveau de la personnalité de la personne significative dans leur vie. Puis leur expliquer que ces changements-là sont normaux, que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre peut aussi leur expliquer que oui, c'est possible de mourir d'un cancer, mais qu'il existe des traitements spéciaux pour aider et pour gérer la maladie, et aussi que c'est pas tout le monde qui va décéder d'un cancer. Donc, c'est vrai pour certains, mais pas pour tous. Puis, on veut être vraiment honnête face au sujet du diagnostic, du traitement, du plan d'action, afin, encore une fois, là, de travailler sur la transparence puis la confiance dans votre relation parent-enfant. Pourquoi c'est important d'en parler avec vos jeunes? Donc, on pense souvent à tort que les enfants sont trop jeunes pour comprendre des concepts complexes comme la mort, la maladie, pour participer à des rituels de deuil, pour faire face à des situations douloureuses. Puis on peut comprendre que c'est contre-intuitif de se dire, bon, je vais exposer mon jeune à quelque chose qui est douloureux, puis qui est aussi très complexe à comprendre, tu sais. Mais en fait, les enfants sont plus susceptibles d'être désorientés, puis de faire leur deuil de façon isolée quand ils sont exclus des conversations. Ils peuvent avoir l'impression qu'un secret leur est caché. Euh, Puis aussi le fait de ne pas disposer des éléments clés nécessaires pour comprendre pourquoi les changements se produisent au sein de la famille, ça peut être encore plus déstabilisant puis perturbant. Ils peuvent s'inventer leurs propres explications pour justifier la situation, pour comprendre ce qui se passe. Ils peuvent mal interpréter des conversations qu'ils entendent, se sentir coupables ou responsables de la situation. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc, voilà, de garder en tête qu'ils sont susceptibles d'être impactés par les émotions qui sont non exprimées. Si les rituels et les cérémonies qui précèdent un décès ont l'avantage d'inclure tous les membres de la famille qui sont touchés par la maladie. Euh, Puis aussi, les enfants peuvent ressentir là, les changements dans leurs parents, leurs tuteurs, voir que les dynamiques dans les relations ne sont pas exactement les mêmes, que leur routine, elle est comme différente et dérangée. Certains éléments et changements auxquels être attentif. Donc, c'est possible que vous remarquiez certains traits et symptômes chez vos jeunes, donc, comme par exemple l'irritabilité, une incapacité à se détendre, une indifférence face à la nouvelle percutante qu'ils viennent de recevoir ou de l'inattention. C'est possible qu'ils aient recours à des poupées, des dessins, des jeux, des marionnettes, vraiment des choses qui vont faire appel à leur créativité, à leur imagination, euh, dans une situation où est-ce que les émotions qu'ils ressentent sont trop puissantes, sont trop menaçantes pour qu'ils puissent être en mesure de les assimiler ou de les exprimer à voix haute. C'est possible que certains adultes peuvent involontairement ignorer ou minimiser l'expression de deuil et de détresse des enfants, simplement parce que ça va se manifester de façon très différente chez les jeunes que chez les adultes. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. C'est possible que vos jeunes masquent leur détresse à travers des comportements perçus comme typiques ou normaux, comme par exemple d'aller jouer. C'est possible que les enfants éprouvent des difficultés à nommer leurs sentiments, les exprimer, que des problèmes au niveau du sommeil, de l'alimentation, de l'appétit surviennent. Donc, vraiment, on vous encourage à les observer, à étudier, puis à apprendre comment votre enfant réagit face à cette nouvelle-là. Ce qui aide et comment soutenir votre enfant. Donc, on encourage beaucoup la constance, la cohérence, l'amour, l'honnêteté et la confiance.
On vous encourage beaucoup à être transparent, à user d'honnêteté auprès d'eux. Il faut garder en tête que lorsque les enfants posent des questions, souvent c'est qu'ils sont prêts à entendre la réponse. On vous invite aussi à les inviter à discuter avec une travailleuse sociale, psychologue ou même un enseignant-enseignante en qui ils ont confiance. Donc, n'importe quel adulte qui a la compétence, la capacité et l'espace de les accueillir pour faire sens de leur vécu émotif. On peut leur fournir des livres, des vidéos, d'autres types de documents informatifs qui peuvent les aider à mieux comprendre la situation. Évidemment, on essaie de faire de notre mieux pour maintenir une routine habituelle qui est constante. Euh, on veut vous encourager à maximiser le temps de qualité en famille. C'est difficile avec les nombreux rendez-vous, les traitements, mais vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de vos enfants, puis aussi pour vous comme parents. C'est des moments qui sont importants. Et puis, on vous encourage finalement à les écouter, à les laisser poser des questions. Puis, on vous encourage à montrer vos émotions devant eux, leur permettre de voir que c'est normal, puis que c'est correct aussi de s'exprimer ouvertement, puis d'avoir de la peine. Je vous laisse sur un glossaire de termes médicaux ici. Ça, c'est pas nécessairement pour que vous le passiez en revue avec vos enfants, mais plutôt pour que vous puissiez vous faire une tête un peu là, de ces termes-là, de leur signification, afin d'aller vulgariser ces concepts-là auprès de vos jeunes. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo ici pour pouvoir les passer en revue un à un. Petit bilan général des choses à retenir. Donc, encore une fois, d'utiliser un langage qui est simple, qui est adapté à l'âge et au stade de développement de votre enfant, d'utiliser un vocabulaire qui est exact, donc d'éviter les surnoms pour le cancer, puisque ça peut être quelque chose de mélangeant. Faire preuve de transparence, d'honnêteté, respecter leur rythme à eux, être présent, passer du temps ensemble, les rassurer, puis essayer de maintenir la routine dans les moments où on est capable de le faire. Je vous laisse sur quelques ressources ici que je vous invite à visiter avec votre famille, de voir un peu dépendamment là, des choses sur lesquelles vous avez besoin d'avoir un peu plus de soutien ou une meilleure compréhension. Évidemment, vous êtes plus qu'encouragés à faire appel à notre équipe aussi. Donc, si vous voulez connecter avec une travailleuse sociale ou avec notre spécialiste à l'éducation aux patients, ce sont des ressources auxquelles vous avez accès. Donc, dans la description du vidéo, on va inclure les numéros de téléphone et adresse courriel pour nous rejoindre. Quelques références ici. Et puis, je tiens à vous remercier de votre temps d'avoir écouté le premier module, puis restez à l'affût parce qu'on a d'autres modules euh, qui seront lancés très bientôt pour vous aider et aider les familles qui fréquentent nos services. Merci beaucoup. Bonne journée.